Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Plus de 250 inscrits, donc nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Un petit point logistique au tout début, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. On a choisi un format assez court aujourd'hui d'1 heure, 1h10, donc on y répondra effectivement si c'est possible durant le webinaire, mais si c'est en tout cas plus facile, nous y répondrons en début de semaine prochaine pour vous apporter des réponses personnalisées. Aujourd'hui, on est réunis pour la deuxième édition de cette enquête CSRD et notamment sur les enjeux sociaux. Je précise que c'est un cycle de conférences mené par Deloitte, notamment avec nos collègues de l'audit et CAC Vert chez nous, et aussi avec les équipes de durabilité qui ont récemment publié un benchmark sur les premiers reportings CSRD. Et je vous invite à consulter le site de Deloitte. Aujourd'hui, on a 4 points, mais in fine, deux grands temps. Et encore merci à tous nos participants et partenaires. Aujourd'hui, 2 grands temps. Le premier temps, donc les points 1 et 2 aujourd'hui, c'est vous restituer les résultats de l'enquête et le point de vue de nos 2 partenaires que sont l'ORS et la NDRH. Donc ça, c'est le premier temps, ça va durer à peu près 30 minutes. Et le deuxième grand temps sera le retour d'expérience de nos grands témoins, donc les deuxièmes 30 minutes. Si on commence rapidement sur ce premier point, déjà merci, encore merci à nos 2 partenaires historiques, puisque déjà l'an passé vous étiez parmi nous. Donc Lydie et Laurence, je vous laisse vous présenter et présenter en quelques instants l'ORS et la NDRH. Lydie, je te laisse. D'accord. Bonjour à tous, Lydie Recorbet, je suis chargée de mission engagement social et sociétal au sein de l'ORS, Observatoire de la RSE. En quelques mots, l'ORS, c'est une association loi 1901, une association d'organisation. Avec cette typicité, c'est que notre membership, les membres qui nous représentent, sont multiparties prenantes, des associations, des fédérations professionnelles, organisations syndicales et des entreprises. Parmi elles, je le dis d'ores et déjà, c'est vrai qu'on a une majorité d'entreprises qui adhèrent à l'ORS. Et au sein de cette représentation d'entreprises, la plupart d'entre elles ont un profil plutôt CAC 40, SBF 120, et après des entreprises de taille plus intermédiaire. On a aussi la particularité d'être multifonction. On adresse à la fois les fonctions des RSE, développement durable, qui sont nos principaux contacts au sein des entreprises, mais aussi, vous l'aurez compris, étant donné que je travaille sur les sujets sociaux, on adresse aussi les DRH, les directions financières, en bref, les 3 piliers du développement durable, économique, environnemental et social. On va aussi de plus en plus chercher les directions achats, juridique, communication, l'ensemble des acteurs de la RSE au sens large. Et puis, c'est ce partage de bonnes pratiques que nous faisons avec tous ces acteurs, l'identification des freins et de leviers qui font que on permet à nos adhérents de faciliter la mise en œuvre de leur politique RSE dans leurs propres organisations. Merci Lydie. Laurence, un petit mot sur la NDRH ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Laurence Breton-Cuny, je suis la DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH. Alors la NDRH, c'est 6 000 membres. On s'inscrit à titre personnel. On est là pour soutenir les fonctions RH et on regroupe l'équivalent de 11 millions de salariés en France. Voilà, essentiellement privés, mais on a également des salariés du public qui sont couverts par leurs fonctions RH. Voilà, pour faire court. Pour faire très court, merci beaucoup. Margot, je te laisse te présenter du coup. Merci Franck, bonjour à toutes et tous. Margot Petit-Colas, je suis senior consultante dans les équipes de capital humain Deloitte et je suis ravie d'avoir pu reconduire cette deuxième mission de notre enquête CSRD et enjeux sociaux auprès de Lydie et Laurence de l'ORS et la NDRH pour cette édition 2025. Et donc moi, Franck Chéron, associé capital humain, je vais essayer de gérer la conversation et les échanges tout au long de cette heure. Rapidement, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, introduire le contexte de l'étude et la genèse de cette étude, puisque c'est la deuxième année qu'on l'a fait. Et je vais laisser du coup la parole à Margot pour que tu nous expliques effectivement le pourquoi. Merci Franck. Donc effectivement, l'année dernière, début d'année 2024, à l'aube des premiers projets CSRD, de l'appropriation des textes de loi jugés techniques et fastidieux, et d'une prise de conscience plutôt timide des enjeux de la directive, nous avions souhaité prendre la mesure de la maturité de la fonction RH au regard de ces nouvelles exigences au travers d'une première enquête. Avec un constat partagé l'année dernière d'un niveau de maturité perfectible d'une fonction RH au regard de ces nouvelles exigences qui n'avait pas encore pris la pleine mesure finalement des enjeux et opportunités liés à la CSRD.
Et donc tout naturellement, en ce début d'année 2025, donc dans un contexte marqué à la fois par les premières publications des rapports de durabilité version CSRD par les grandes entreprises, marqué également par un backlash ESG outre-Atlantique, on en a beaucoup parlé, mais aussi par une remise en cause finalement au sein de l'Europe du Green Deal, où cette ambition de venir transformer l'économie pour un avenir durable, et notamment avec la proposition de la Commission européenne de révision de la CSRD avec ce paquet Omnibus. Et donc, dans ce contexte, nous avons souhaité, avec nos partenaires ORS et ANDRH, reconduire cette enquête pour reprendre le pouls des organisations et notamment de la fonction RH, mais aussi de venir comprendre les défis et opportunités qui ont déjà pu être identifiés et associés à la mise en œuvre de cette directive. Et enfin, pour aller plus loin, venir évaluer le caractère transformatif de cette directive et la place du collectif que peut jouer le reporting dans ces enjeux de transformation. Donc, d'un point de vue méthodologique, cette enquête a été conduite de la même façon que l'année dernière, une enquête en 2 temps. Dans un premier temps, un questionnaire rapide, quantitatif, d'une 15aine de questions pour venir identifier les principales tendances, avec plus de 80 groupes d'entreprises répondantes, représentant plus de 2 millions de salariés et 18 secteurs d'activité, avec une majorité de fonctions répondantes de directeurs RSE et DRH, peut-être déjà révélateur de certains messages que nous souhaitons adresser aujourd'hui lors de ce webinaire. Et puis une deuxième partie qualitative très enrichissante où nous sommes venus interviewer des DRH, des directeurs RSE, des organisations syndicales pour avoir leur retour terrain, leur réalité plutôt opérationnelle et venir compléter notre analyse. Donc un grand merci à l'ensemble des participants de cette étude dont nous allons partager quelques grands résultats tout au long de ce webinaire. Donc toutes les parties prenantes ont été intégrées, une méthodologie robuste et une méthodologie comparable par rapport à l'an passé. Donc du coup, on est capable effectivement de regarder qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et on verra qu'on a quelques grands constats qui sont intéressants à soulever. Le point de vue du coup de nos 2 partenaires dans un premier temps, et en fait on a et tu l'as rappelé très bien Margot, on va dire les premières publications CSRD sont venues se confronter, on va dire, globalement à des évolutions normatives, notamment Omnibus. Concrètement, vous, par rapport à votre point de vue, qu'est-ce que ça a pu changer entre la mobilisation au départ, qui a été complexe, derrière la norme qui vient un peu bouleverser ça, puis donner un peu de temps pour les autres entreprises. C'est quoi votre point de vue, du coup ? Du coup, Lydie, je te laisse la parole en premier. Oui, alors en effet, pour les membres de l'ORS, comme je vous l'ai dit, pour nos grandes multinationales qui ont une expérience du reporting de plus de 20 ans, 25 ans, qui ont fait des DPEF, l'ambition autour du Green Deal avec la CSRD, la CS3D et la cohérence avec la taxonomie, c'était vraiment l'aboutissement d'une vision qui allait dans le sens de l'histoire et qui allait dans le bon sens. Donc on avait des entreprises qui étaient assujetties vague 1, qui se sont mis en ordre de marche et qui savaient que l'exercice serait exhaustif, donc éprouvant. Ce faisant, nous ont confirmé que c'était très, très éprouvant. Nous ont signalé à ce moment-là que, effectivement, la question se posait pour les plus petites entreprises, notamment qui n'avaient jamais réalisé d'exercice de reporting. Ce serait très dur pour elles. La première marche serait très haute à franchir. Donc, on savait qu'il fallait des ajustements, il fallait lâcher du lest pour permettre de pouvoir dialoguer, affiner les choses et les améliorer. Entre-temps, Omnibus arrive, et alors c'est exactement ce que vous dites, un soulagement effectivement peut-être pour certaines entreprises qui n'avaient pas encore les mains dans le cambouis, une crainte de démobilisation et surtout beaucoup de confusion. Nos entreprises nous l'ont dit au cours de nos ateliers, au cours du sondage que nous avons fait, l'analyse des rapports de durabilité comme Deloitte l'a fait aussi. Ça a créé beaucoup de confusion, l'interprétation des textes, ça a été en réalité encore plus chronophage que la CSRD elle-même. Donc oui, Omnibus maintenant est là et on sait qu'il y a Stop the Clock normalement qui donne un délai de 2 ans pour les entreprises de vague 2. Très bien, mais en même temps, vu l'exercice, c'est 2 ans dont il va falloir profiter de manière très, 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 très efficace.
Donc nos entreprises vague 1, elles savaient à peu près que sur leur périmètre, elles seraient assujetties quoi qu'il arrive malgré Omnibus. Donc elles n'ont pas posé le stylo, elles ont continué et publié leur rapport de durabilité. Il est intéressant de noter que nos entreprises qui étaient vague 2, dans le doute, ont poursuivi l'exercice puisqu'elles le faisaient déjà à blanc. Donc elles voulaient pouvoir se tester. Et puis surtout, elles nous ont répondu. Nous, au sein de nos ateliers, et puis ça nous a été dit aussi en entretien semi-directif, qu'à un moment donné, l'exercice, tout ce Green Deal, il est fait aussi pour répondre à des besoins en termes de finances durables, pour les investisseurs et flécher les investissements et transformer les business models des entreprises. Donc en fait, il y a besoin de données robustes. La BCE l'a rappelé assez justement il y a quelques semaines de cela, et effectivement, il y a vraiment la CSRD, son reporting, aussi exhaustif soit-il, correspond à un besoin. Donc voilà. Retour expérience de nos entreprises membres. Nous, on a préféré capitaliser sur le positif et la solidarité. Une fierté d'avoir réussi l'exercice. Il n'est pas parfait, mais il est là. On nous a beaucoup parlé de la coopération que ça avait induit. C'est un petit peu comme quand vous préparez pendant des semaines un marathon et que vous franchissez à la fin la ligne d'arrivée de votre marathon au bout de 42 km. Donc vraiment une fierté d'y être arrivé, un aboutissement. Et puis le rappel que oui, l'exercice n'est pas parfait. Alors nous, on ne parle pas de simplification, parce que derrière ce mot de simplification, il y a l'idée d'amputer le 3 blocs de textes européens et donc d'handicaper un peu les choses, d'entraver la démarche vers encore une fois le sens dans lequel il faut aller en termes de développement durable. On préfère parler d'amélioration. Mais ce qu'on savait déjà, quand vous travaillez dans la RSE, vous êtes dans une démarche de progrès continu. Donc voilà, nous, on préfère parler d'amélioration et de dire ce sur quoi il faut pouvoir travailler encore et mieux. La CSRD, c'est pas l'alpha et l'oméga, hein. La CSRD n'est pas la RSE. Vous ne mettez pas en place des actions comme ça pour pouvoir remplir un reporting. Vous rendez compte au cours d'un reporting des actions que vous mettez en place parce qu'elles sont en lien avec la stratégie de votre entreprise et l'impact de votre entreprise. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir retenir pour nous. Merci, très clair Lydie. Donc 2 gros sujets quand même, c'est ne pas attendre les 2 ans pour faire court et continuer à travailler. Et c'est très intéressant ton point de vue sur l'aspect finance derrière, en tout cas chaîne de valeur qui a intégré, ne pas arrêter. Ok, très, très clair. Du coup, Laurence, sur la NDRH, la perception. Un soulagement, c'est vraiment le terme qui est mis. En fait, on a eu beaucoup de verbatim de la part de nos membres, parce que nous aussi, on a fait des webinaires sur la CSRD. On avait un terme, une expression, c'était on trouve que la CSRD, c'est antinomique avec RSE. On trouve qu'il y a une différence parce que c'est un coût très important en termes économiques. Plus de 1000 indicateurs, et après, quel est le temps de la réflexion ? Les datas ne doivent-elles pas servir à l'action ? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un principe de réalité où on préfère, je vais dans le sens de Lydie, c'est pas de la simplification, mais moi, je trouve qu'il y avait des indicateurs inutiles. On va se le dire, comme on a des indicateurs inutiles aujourd'hui dans le bilan social, dans le rapport comparé, parfois même dans l'index, égalité. Donc, il faut à un moment réfléchir pour avoir des indicateurs de pilotage. Et la seule chose qui était utile, c'est de se dire, il faut effectivement des datas pour nous piloter, parce que c'est vrai qu'on a tous la volonté d'aller vers des enjeux économiques, sociaux, éthiques, environnementaux, mais on veut le faire au juste niveau. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous n'étaient pas dans la vague 1. La vague 1, de toute façon, elle était déjà habituée, mais plutôt dans la vague 2. Donc là, on réfléchit plus à cibler des indicateurs qui vont servir au pilotage de l'action et pas des indicateurs pour des indicateurs. Notre perception à nous, c'est que certains s'étaient fait plaisir. À un moment donné, au-delà du plaisir, et Lydie elle a très justement rappelé, bon nombre d'indicateurs, en fait, demandaient à être éclaircis. Aujourd'hui, moi, je continue à travailler sur des indicateurs, parce que je ne suis pas dans la vague 1, mais quand on dit effectifs, donc on choisit quoi ? Les effectifs moyens dans l'année, les effectifs de fin d'année. Bon, dans le bilan social, il faut effectivement qu'on arrive à recycler des choses que nous avions. Et puis aussi, on avait une problématique qui était plus par rapport aux pays européens, à savoir que nous, on a énormément d'indicateurs, ce n'est pas forcément la même chose dans d'autres pays. Donc voilà, nous, une très grande satisfaction, et encore, on se dit que
les data sont indispensables puisqu'on est vraiment dans une politique de performance durable. Donc on n'oublie pas finalement la philosophie, on se dit juste que ça va nous permettre à réfléchir davantage pour pouvoir piloter en fait tout un dashboard qui aura vraiment des indicateurs plus pertinents que ne l'étaient certains d'entre eux aujourd'hui. Okay, très clair. Donc simplification, attention plutôt en amélioration, précision et action, si je comprends, si je synthétise, d'accord, très clair. Merci Laurence du coup. Margot, est-ce que tu peux nous donner le premier grand constat de l'enquête ? Effectivement, et je pense que ces résultats viennent compléter ce que vous venez de dire, mesdames, puisque les organisations expriment des avis quelque peu contrastés. D'un côté, elles restent une petite majorité, soit 54% des organisations répondantes, à considérer ces changements comme une avancée positive, saluant à la fois l'impact limité lié aux démarches déjà engagées. Tu le rappelais, Lydie, notamment pour les entreprises de la vague 1, des efforts humains et financiers déjà investis. La mécanique est lancée, allons de l'avant, capitalisons sur les efforts déjà engagés. Et puis également en soulignant la réduction de la charge administrative, le gain de temps supplémentaire pour se préparer, notamment pour les entreprises de la vague 2. Et justement, Laurence, tu le rappelais également, de venir se poser les bonnes questions sur la finalité de ce reporting pour mon organisation. Et pour autant, d'un autre côté, et c'est ce que vous avez toutes les deux souligné à juste titre, les organisations insistent sur la nécessité de préserver le sens de la directive et sur le fait que ces changements ne doivent pas remettre en cause l'effet transformatif attendu de la CSRD. Et en effet, les organisations voient tout de même un risque de décrochage stratégique lié aussi à ce report de calendrier notamment, puisque 28% d'entre elles estiment que ces changements risquent de ralentir l'implication des équipes dans cet exercice de reporting et de déprioriser les enjeux ESG dans la feuille de route des organisations. Et au même titre, vous le soulignez également, 12% des organisations dénoncent une situation ambiguë, générant incertitude juridique et budgétaire, puisqu'on le soulignait, parfois des budgets, des investissements ont déjà été pensés, lancés, proposés, et finalement on revient un petit peu en arrière. À retenir donc, comme tu le disais Franck, une simplification plutôt bien accueillie par les organisations, si elle ne suffit pas suppression, mais plutôt amélioration et anticipation. Nous sommes tous alignés, du coup, c'est très bien. Il y avait un autre point, donc du coup, ça c'était le premier temps. Il y avait un autre point qui nous avait tenu à cœur l'an passé, c'était tous les sujets autour de la gouvernance et du pilotage, puisque c'était une norme relativement récente et il y avait un flou artistique, on va dire, sur qui prenait le lead avec des RSE, des RH, potentiellement DAF. Et derrière, du coup, par rapport à tout ça, comment vous voyez, du coup je vais commencer par Lydie, fonction RH au départ, comment ça a été géré, l'implication de la fonction RH, l'investissement de la fonction RH, et derrière on avait vu, on a discuté avec beaucoup de clients, beaucoup de sociétés, le positionnement entre finalement faiseur, doueur, ou finalement être beaucoup plus stratégique sur l'implication. Je vous laisse présenter vos points de vue, Laurence, Lydie, allez-y. Ok, je vais commencer, merci. Peut-être qu'il y a un point que j'ai oublié de souligner tout à l'heure, c'est la question de la compétitivité nationale. Parce que pour le dire, travaillant dans un monde international, ça faisait assez sourire mes collègues anglo-saxons, surtout américains, des contraintes financières et administratives que nous mettions. Après, je comprends effectivement les analyses parce qu'il y a eu des budgets qui ont été faits justement pour l'accompagnement et des recrutements qui font que pour certains, ça génère une incertitude, notamment dans certaines fonctions RSE. Maintenant, sur la question des enjeux sociaux du reporting. Il est vrai que nous, on a quand même été formés, on s'est investi sur le sujet, mais je rappelle qu'au-delà de la CSRD, on a piloté des enjeux de transformation excessivement importants, des enjeux de transformation sociétaux, le vieillissement de la population et de nos salariés, des enjeux de transformation numérique et des enjeux de transformation écologique. Donc nous, on n'oublie pas la question de la durabilité parce qu'on veut durer dans le temps, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, sur la question du travail, et là, l'an dernier, on était alignés avec Lydie. Moi, j'ai la chance de faire partie du comité du pilotage RSE comme bon nombre de mes collègues DRH. Il est important pour moi que la fonction RSE soit là pour le pilotage, pour nous monter en compétences, pour animer, mais néanmoins,
la stratégie, nous devons la construire et les data, c'est nous qui les fournissons. Donc c'est vraiment un travail en commun, mais le lead, pour moi, reste sur la fonction RH parce que nous devons assumer la responsabilité de la stratégie qui est mise et surtout le suivi des plans d'action. Mais cet échange est très intéressant puisque ça permet effectivement de rester dans la droite ligne et de pouvoir avoir la comparabilité. Donc ce travail en commun doit être source, on va dire, d'énergie, de synergie, mais en tout cas, on ne doit pas se désinvestir, d'autant que les data ont été longtemps le point faible de la fonction RH, et sans data, il ne peut y avoir de mesures, et notamment, on nous attend sur une performance durable. Voilà, donc c'est vraiment un travail en commun. Alors, en effet, nous, encore une fois, issus de nos travaux et de sondages qu'on a fait auprès de nos adhérents, on va restituer le tout le 18 juin, mais donc sans vous dévoiler quand même les résultats, mais un petit peu quand même, vous avez l'exclu, c'est bien parce que c'est vous. Oui, nos membres, et plutôt fonctions RSE encore, nous ont bien confirmé qu'ils avaient constaté un décloisonnement des fonctions en général, qui n'a jamais été aussi fait de manière aussi large, c'est-à-dire adressant toutes les fonctions, encore une fois, direction financière, RH, achat, com, juridique également, et avec autant de profondeur, voilà, autant de coopération dans les échanges. Donc ça c'est une vérité, ça il faut le rendre à la CSRD. Nous, ce qu'on a vu aussi dans les entretiens que nous avons conduits dans le cadre de notre enquête ensemble, c'est que les entreprises sans doute les plus matures par rapport à la CSRD formaient vraiment une sorte de triumvirat entre la direction RSEDD, la DRH et la direction financière, ce qui est assez logique quand encore une fois on reprend la base, les piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Donc voilà, on a trouvé que c'était intéressant. Maintenant, ce ne sont que quelques-unes des entreprises sans doute les plus matures. Encore une fois, les choses se structurent. On est dans une démarche de progrès, on le savait, donc on se donne aussi du temps. Par contre, ce que nous a témoigné, c'est effectivement que la marche était haute pour les DRH. Il y a des enjeux d'acculturation de part et d'autre, d'ailleurs. Nous, on travaille sur la question de partager un langage commun. On a même sorti un abécédaire à RH chez RSE parce que, bien évidemment, les fonctions RSE ne connaissent pas non plus les enjeux qui sont ceux des DRH. On en a ri à l'anecdote dans nos ateliers, mais par exemple, DP, c'est Data Point pour un RSE, c'est un délégué du personnel pour un RH. MDR, c'est sûr que personne n'a traduit l'anglicisme en mort de rire. Ça n'a fait rire personne, mais vous voyez, il y a vraiment... et puis, je te rejoins, Laurence, sur la question des périmètres, ça nous a été largement dit. Les effectifs ne sont pas les mêmes. On nous a aussi dit que la CSRD, effectivement, était sans doute très européocentrée, dans le sens où il y a des éléments qu'on ne peut pas reporter en fonction de là ou des pays dans lesquels vous êtes implantés. Idem, une multinationale ou en tout cas un groupe qui a des business units avec des secteurs d'activité qui sont très différents, vous additionnez un peu des choux et des carottes. Donc c'est un peu difficile de pouvoir répondre à ces exigences-là. Alors de fait, la CSRD est-elle un outil de pilotage ou pas? Il y a des entreprises qui le prennent comme tel et qui ont cette ambition, et puis il y a des entreprises qui se disent c'est un exercice de reporting, de structuration qui permet de voir les trous dans la raquette et là où on n'est pas bon, et qui permet surtout de pouvoir gagner en robustesse, encore une fois, sur la donnée, une donnée qui est demandée et qui sera nécessaire pour les entreprises pour transformer et investir dans de nouveaux business models. Donc voilà, ce qu'on sait aussi, c'est que ce reporting de durabilité pour les premières entreprises qui l'ont publié, il a été source de dialogue en interne. Je vais pas déflorer les interventions de nos grands témoins, mais on l'a vu avec les instances de représentation du personnel, mais aussi avec les collaborateurs qui sont en demande de savoir ce que l'impact de l'entreprise et de son activité. Source de dialogue externe avec les parties prenantes, quelles qu'elles soient. Donc voilà, l'entreprise, elle se retrouve challengée sur son impact et ça répond aussi à cette demande. Donc c'est un dialogue qui vient compléter le dialogue qui existe déjà en interne, qui est plutôt bien pris, mais de manière positive, parce que quand on présente les chiffres avec sincérité en disant ça on sait, ça on sait pas, on essaye, finalement c'est bien compris et assez bien partagé par tout le monde, en tout cas des retours que nous avons eus, nous, de nos adhérents. Et puis, le dernier message
que je voudrais adresser aux fonctions des ressources humaines, mais je suis sûre que la NDRH le partage aussi, c'est que les questions environnementales, c'est pas une couche supplémentaire à traiter. C'est transverse. On le voit bien dans les sujets qu'on traite à l'ORS, quand vous parlez prévention santé, à l'aune du dérèglement climatique, quand vous parlez dialogue social, quand vous parlez organisation du travail, quand vous parlez équité, diversité, inclusion, quand vous parlez rémunération, tout ça est à la main des DRH. Tout ça viendra vous impacter au travers des enjeux environnementaux. Donc les fonctions RSE sont bien des fonctions transverses au même titre que les fonctions DRH, sont bien des fonctions support qui viennent accompagner la stratégie de l'entreprise. Il faut vraiment s'emparer de ces sujets-là. Ils viendront à vous de toute façon. Donc voilà mon dernier message. Merci. Rapidement, on a fait le même constat, c'est que de toute façon, on a vu sur les sociétés qu'on a accompagnées une transversalité nécessaire en différentes fonctions. Par contre, c'est vrai que le pilotage RH est extrêmement important puisque c'est quand même la source de beaucoup d'informations et derrière, c'est extrêmement important de l'avoir en tant que chef d'orchestre. Si on passe, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la fonction RH? Quelques chiffres clés, mais ça résume très bien, je pense, ce qu'on vient de se dire. Effectivement, l'an passé, à la naissance des premiers projets CSRD, on avait fait le constat finalement via notre enquête d'une fonction RH encore trop peu impliquée, avec pour illustration seulement 51% des organisations interrogées qui attribuaient l'année passée le pilotage de la norme sociale ESRS S1 effective de l'entreprise au DRH. En 2025, qu'en est-il? Sur un panel de répondants quasi équivalents, on a un progrès assez modeste finalement, puisque 54% des organisations à ce jour attribuent le pilotage de cette norme à la DRH. Pour autant, une norme qui couvre, comme vous l'avez rappelé, les sujets cœur d'une DRH, du métier même d'une DRH. Donc force est de constater que la DRH n'est pas systématiquement à la manœuvre dans ces enjeux de reporting sociaux, alors même que ça couvre l'entièreté de ces sujets. Pour autant, et c'est ce qu'on souligne, c'est que 80% des organisations considèrent que le reporting social de la CSRD et au-delà est une opportunité de repositionnement stratégique de la fonction RH. Donc cela vient quelque peu contraster parfois certaines réalités terrain, ou alors conforter auprès des entreprises les plus matures qui ont déjà finalement pris le pouls de cette collaboration, puisqu'on voit émerger, c'est ce qu'on a noté, et tu le rappelais aussi Lydie et Laurence également, l'émergence de binômes DRH, directeur RSE, qui participent finalement à de nouvelles dynamiques au sein des organisations et d'aller au-delà pour une DRH de la simple gestion de sa main-d'œuvre, de ses propres effectifs, mais aussi d'ouvrir sur l'ensemble de son écosystème en se positionnant comme un partenaire stratégique pour la transformation durable et des enjeux du capital humain de demain. Très clair. Merci Margot pour ce deuxième constat. On est dans les temps. Ce que je propose déjà, c'est de remercier du coup Lydie et Laurence et du coup vos organisations respectives pour le partenariat, puisque vous l'avez réédité cette année et on est très contents. Et on propose de passer à nos grands témoins maintenant pour la deuxième partie de ce webinaire. Merci beaucoup. Tout le monde s'installe rapidement. Ce qu'on a vu dans la première partie, c'est le RH, chef d'orchestre, est quand même extrêmement important et qui est au cœur en tout cas du réacteur pour la transformation durable et la performance collective. C'était les points clés qu'on voulait souligner. Sur la deuxième partie, donc merci à tout le monde d'être arrivé aussi vite sur la table du coup. Nos grands témoins, Fnac Darty et SNCF Réseau. Alors dans le désordre, on va commencer du coup par Anne Blandine et Florence. Si vous voulez vous présenter et rapidement rappeler SNCF Réseau, même si on vous connaît, je pense que la petite précision est toujours intéressante. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Anne Blandine d'Assancourt, je suis la directrice développement durable de SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires en France et c'est une des grandes filiales du groupe SNCF. Bonjour à toutes et tous, donc Florence Dachary-Sirvin, je travaille à la DRH de SNCF Réseau. Pour compléter les propos d'Anne Blandine, à peu près 52 000 personnes en France qui œuvrent au réseau ferro et national. Et donc, je suis en charge de la direction talent, engagement, diversité et accompagnement managérial. Et surtout, partenaire toute l'année, pas seulement pour la CSRD, en tant qu'acteur RH auprès de la direction RSE et Anne Blandine.
Merci, très clair. Du coup, Xavier, est-ce que tu peux te présenter, puis Fnac Darty en quelques mots? Je crois qu'on connaît tous, mais ça peut être intéressant. C'est toujours une bonne opportunité, en effet. Merci Franck. Donc Xavier Vercelletto, je suis le directeur RSE de Fnac Darty. Et puis, puisqu'on parle de la CSRD, il y a encore quelques mois, il y a un an de ça, quand on commençait à préparer la CSRD, j'étais directeur de la rémunération et des avantages sociaux du groupe, et donc j'ai une bonne vision de ce qu'on a pu faire. Alors Fnac Darty, c'est effectivement les enseignes qu'on connaît, Fnac, Darty en France, mais également Nature et Découverte, WeFix. On est également présent à l'étranger, essentiellement en Europe dans nos magasins propres, et puis aussi en franchise au-delà, et on a une présence aussi avec d'autres enseignes, donc notamment une qui vient de nous rejoindre, Unieuro, il y a quelques mois, en Italie. Merci beaucoup. Renaud, très content de t'accueillir autour de la table, et on te laisse te présenter du coup. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Renaud Chalmin, je suis directeur dans les équipes Capital Humain et notamment en charge de l'offre durabilité et capital humain. Donc une offre qui va être intéressante dans le cadre de cette table ronde. Exactement. Sur le premier point, ce qu'on voulait voir, et on l'a vu dans le premier temps de ce webinaire, il y a eu quand même pas mal d'enjeux au global, mais du coup, en termes de défis et d'opportunités, parce que les deux vont ensemble en général, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup, Anne Blandine, sur votre point de vue SNCF Réseau, et je laisserai effectivement Florence compléter, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Alors, globalement, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de défi majeur parce qu'en fait, SNCF Réseau était déjà aguerri par la déclaration de performance extra-financière depuis la création de l'entité SNCF Réseau en 2015. Donc, on avait déjà quand même quelques années à savoir rapporter sur ce que l'on faisait. Et puis moi, personnellement, dans une autre entité du groupe, je suis sur ces sujets-là depuis 2011. Donc, voilà. Donc, sur le fond, ok, un approfondissement, mais pas un défi majeur. Sur l'organisation, forte de cette expérience, j'ai mis en place chez SNCF Réseau un comité national développement durable réunissant toutes les fonctions transverses, justement pour que régulièrement au cours de l'année, et pas seulement au moment de relever les compteurs à la fin de l'année, on ait ce dialogue continu pour connaître les actualités, les enjeux des uns et des autres, et qu'on voit ensemble comment on peut faire marcher les synergies, la coopération. Et du coup, spécifiquement pour le déploiement de cette directive sur la durabilité, sur le volet social, en fait, j'avais déjà dans ce collectif autour de table les ressources humaines en la personne de Florence, mais aussi sur le volet social, n'oublions pas, il y a les droits humains dans la chaîne de valeur, et donc j'ai déjà la direction des achats autour de la table. Avec nos 95 000 hectares et nos 28 000 kilomètres de voies, du coup, le riverain est important pour nous, et donc j'ai déjà le collègue en charge des opérations de concertation. Et également, c'est SNCF Réseau qui a la mission de coordonner l'accessibilité de tous les voyageurs pour l'ensemble des entreprises ferroviaires, pas uniquement celles du groupe SNCF, mais tous les autres, et sur le sujet accessibilité. Voilà, donc sur le volet social, dans toutes ces dimensions, j'avais déjà les personnes autour de la table, et en plus, bien sûr, la direction technique pour les sujets environnementaux, la direction juridique pour les sujets de gouvernance. Et pardon, sur le social, j'ai oublié la sécurité. Nous avons aussi le représentant de la sécurité. Ouais. Le principal défi, mais qui n'a pas été, qui nous a obligés à être un petit peu en mode un peu marathon, en effet, c'est le temps court entre la transposition en droit français, quand même, qui a décembre 2023 pour application directe. Même si on avait l'habitude et ce collectif organisé, il a fallu quand même décrypter le texte final. Bon, par chance, le texte français n'était pas très différent du texte européen, mais comme on sait que les influenceurs ont poussé jusqu'au bout pour faire bouger les lignes, bon, voilà, c'était important de prendre ce temps. Et donc ce temps, en fait, il a été utile, il a été pris en charge plutôt par mon équipe, justement pour soulager les contributeurs, que nous, on arrive avec des demandes précises, déjà décryptées, et évidemment, éviter tout le jargon que l'on a entendu qui complexifie inutilement le sujet.
Et on a eu aussi à cœur de dédramatiser. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu « Oh là là, c'est affreux, 1000 indicateurs ». Il n'y a pas 1000 indicateurs, il y a 1000 points de données. Un indicateur, c'est plusieurs points de données. Et parmi ces indicateurs, il y en a qu'on suit depuis plusieurs années, parce qu'on est soumis à des obligations françaises depuis plusieurs années. Je prends l'exemple du carbone. Sur un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs points de données derrière. Donc voilà, bon, c'était pas utile de se faire peur avec cette histoire de 1000 indicateurs, c'est pas tout à fait ça. Et maintenant, si on part du côté des opportunités, alors, bien sûr, ça a permis de clarifier plusieurs définitions, et notamment au niveau social. On sait qu'on a déjà le bilan social en France, on a déjà toute une batterie d'indicateurs qui sont rendus publics et suivis scrupuleusement par ailleurs, mais ça a permis de se remettre d'accord sur des définitions. Je laisserai Florence illustrer. Ça nous a permis aussi, par ce découpage thématique, d'avoir de corriger quelques angles morts que l'on avait malgré nous, par exemple sur le dialogue social. Bon, la SNCF est plutôt connue pour ses grèves et du coup que c'est brodé comme un échec du dialogue social. En fait, on a un dialogue social qui fonctionne très bien. On a un certain nombre de prises en compte des carrières, de tout un tas de choses, du bien-être des salariés, et ça, c'est aussi grâce au dialogue social. Et ça nous a permis de le mettre davantage en lumière que ce que l'on avait l'habitude de faire d'habitude. Autre opportunité un peu associée, c'est l'approfondissement du dialogue social avec nos principales organisations syndicales. On avait déjà l'habitude d'avoir un passage une fois par an au CSE, mais du coup, je rappelais les grands engagements, les résultats sur les 3 dernières années pour dire si on était en progression ou en régression, assez rapide. Là, j'ai eu 5h30 de discussions à bâton rompu avec les représentants du personnel. Et sans surprise pour moi, notamment parce que je le sais à travers les échanges qu'on peut avoir avec l'ORS, les représentants du personnel sont formés et donc ils sont venus sur des questions très précises. Ça a été des émissions carbone verrouillées en passant au dispositif de collecte et de traitement des données sur les alertes éthiques, si on va plutôt sur le sujet droits humains. Ils ont compris que, au-delà du rapport, puisque formellement la consultation portait sur le rapport, ils ont compris qu'en fait, le sujet, c'est pas tant le rapport, en fait. Le sujet, c'est comment on transforme l'entreprise. Et ils sont venus sur des questions de politique générale, faisant le lien entre ce que l'on raconte sur nos enjeux de durabilité et concrètement comment ça impacte le pilotage de l'entreprise. Voilà. Et dernier point, mais on reviendra dessus après, ça a été l'opportunité aussi d'avoir davantage de passages auprès des instances décisionnelles, type comité exécutif et administrateur. Donc plutôt salvateur à la fin. Je retiens une continuité finalement plutôt qu'une nouveauté, pour faire très simple. Voilà. Et du coup, l'autre point que tu voulais préciser en complément, mais effectivement, ça a déjà été pas mal dit. Je pense que le fait qu'il y ait une communauté interdisciplinaire déjà constituée, animée par Anne Blandine et ses équipes, je pense que ça a été un vrai plus. Ça veut dire que ces échanges et ces liens et cette vision un petit peu commune des enjeux, elle était partagée au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était un point d'appui. Après, dans les défis, ça a été dit par Lydie et Laurence, ça a été quand même une novlangue. On a déjà notre propre langue, on a des applis acronymes internes à SNCF, en plus de tous les joies des acronymes RSE d'une part ou RH d'autre part. Donc là, il a fallu intégrer quand même cette novlangue et franchement... ça n'a pas été fun, la matrice de double matérialité. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon meilleur souvenir. On a eu un peu du mal à se comprendre, à appréhender les sujets. Ça a été quand même un vrai défi, avec un peu une crainte. Après, ça s'est effectivement apaisé, et je pense que les équipes RSE en interne du groupe SNCF ont vraiment contribué largement, effectivement, à dégonfler un petit peu ces craintes et cette montagne des points et de cette novlangue. Un point qui a été un peu compliqué en interne, c'est aussi de comprendre à l'intérieur du groupe SNCF, qui est grand en tant que tel,
qui faisait quoi au niveau du rapport groupe d'une part ou de SNCF Réseau qui est une des structures d'autre part, et pourquoi d'autres structures du groupe, elles, ne faisaient pas de rapport. Ça a été aussi un point de pédagogie en interne et donc important de mise en cohérence entre nos données SNCF Réseau et les données groupe. Ça a été un point de construction dans les défis et puis surtout de se dire comment, et ça je pense que c'est toute la vague de comment on transforme le défi en opportunité, de se dire comment au-delà de l'accumulation dans la pile d'un xème reporting qui s'accumule aux autres, de se mettre d'accord sur les définitions, les contours. On sait qu'on peut faire des milliers de définitions d'effectifs, et s'en donner à cœur joie, des visions européennes ou internationales, alors qu'on est très français, et encore une fois avec nos propres réglementaires et des dizaines d'accords d'entreprise, et donc de pilotage aussi d'indicateurs derrière, de se donner et de se dire comment on en fait avec les partenaires sociaux, et ça c'est le point important du dialogue social qu'a évoqué Anne Blandine, un outil de pilotage un peu plus prospectif que subi. Et ça, je pense que c'est tout l'enjeu de demain, mais avec comme point d'appui, comme je disais, cette communauté interdisciplinaire qui, du coup, je pense, est bien à bord, est bien embarquée. Et de se dire, une fois passé cette première vague de compréhension de langue commune, je dirais, de données, de data, d'indicateurs, de référentiels partagés, comment on va un petit peu au-delà et on l'intègre dans le pilotage global de l'entreprise avec tout cet embarquement des instances qu'a évoqué Anne Blandine, et puis chacun dans sa fonction pour l'intégrer au quotidien. Très clair, et ça rejoint le point qu'on voyait juste avant, DRH et RSE, et DRSE ensemble pour formuler des propositions communes. Côté Fnac Darty, du coup, Xavier, ton défi opportunité, si on peut appeler ça comme ça, du coup. Oui, alors beaucoup de choses ont été dites, en effet, donc je vais pouvoir aller un peu plus rapidement, mais en effet, les défis... alors, c'était pas tellement sur la collecte des données, notamment la donnée RH, parce que c'est également, en tant que grand groupe, on avait une DPEF, et donc c'est un sujet sur lequel on était déjà très mature. Il y avait des nouveautés, des nouveaux indicateurs, plus ou moins pertinents. Certains qu'on ne calculera jamais, parce qu'on a décidé que ça n'avait aucun sens et que c'était beaucoup d'énergie pour rien. Donc on a été très clair avec nos commissaires aux comptes aussi là-dessus. Mais plutôt sur la partie RH, la donnée propre à l'entreprise, elle était plutôt mature. C'est moins vrai, par exemple, sur la donnée plutôt environnementale, puisque ce sont des choses plus nouvelles. On a un bon niveau de maturité sur l'empreinte carbone, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça va nous animer pour aller plus loin. La difficulté, je dirais, elle est aussi liée à la chaîne de valeur, puisqu'en fait, on nous demande beaucoup de choses d'informations qui sont liées finalement à nos partenaires de rang 1. Et ce sont des informations qu'on n'a pas forcément. On va travailler avec beaucoup de plus petites structures qui n'ont parfois pas eux-mêmes ces mêmes niveaux d'information. Et puis, il y a un moment, on se pose la question, à quel moment je suis dans l'ingérence, quand j'ai commencé à demander des choses sur... la représentation des salariés des entreprises partenaires, en fait, en quoi ça me regarde. De la même façon, je n'aimerais pas forcément que des entreprises viennent m'expliquer toute la journée quelle est la nature du dialogue social chez Fnac Darty. C'est-à-dire que ça devient un peu contre-productif. Donc là, ça va être quelque chose qu'il va falloir mieux calibrer, et puis sur lequel on va essayer d'avancer, mais ça va pas dépendre que de nous, et ça, c'est aussi un peu la difficulté. Donc ça c'est probablement un premier point. L'autre point aussi qui a déjà été évoqué, c'est quand même la façon dont la norme est rédigée. C'est quand même un langage assez abscon. Nous, on s'est retrouvés, et c'est aussi un point intéressant finalement de cette norme, c'est qu'elle est assez large, et on a eu plus d'une centaine de contributeurs en interne qu'on a mobilisé, aussi un moment un peu particulier compte tenu de la saisonnalité d'activité de Fnac Darty, en fin d'année, un moment où c'est plutôt le moment fort commercial. Donc ça a été un peu compliqué. Et là, vous leur parlez dans un langage incompréhensible. Vous avez du mal à les mobiliser. Voilà. L'année qui va venir sera plus facile puisqu'on est déjà guéri et puis on a réussi à traduire les choses plus simplement. Voilà. Donc ça va être un peu les grands défis. Un autre défi aussi, c'est il y a une question d'acceptabilité parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de backlash. À la limite, moi je peux comprendre que quand on est une plus petite entreprise, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes moyens et que ça puisse poser un problème. En revanche, des choses qui sont moins acceptables d'un point de vue de l'entreprise, c'est comment se fait-il
qu'on a cette norme-là qui s'applique aux entreprises européennes. Et les entreprises extra-européennes qui opèrent en Europe ont cette application-là bien plus tardivement, en 2029. Si je voulais faire un truc un peu simpliste, c'est comme si en Europe on avait un code de la route, mais quand on venait des États-Unis, on pouvait rouler sur les routes en Europe sans respecter les limites de vitesse, par exemple, ou sans s'arrêter au stop. Bon, on voit bien que ça pose un problème. Donc je ne sais pas qui a inventé cette histoire de décalage, mais ça me paraît tout à fait curieux. Et on parlait tout à l'heure dans la première partie de table ronde de compétitivité. Si ça ne pose pas un problème de compétitivité immédiat, j'entends, faudra qu'on m'explique. En revanche, c'est quand même positif sur le long terme parce que ça nous permet de mieux nous organiser sur toutes les parties, environnement, social, gouvernance. C'est un enjeu majeur pour l'avenir et vaut mieux démarrer tôt parce que de toute façon, et notamment sur les parties environnementales, on ne coupera pas à avoir des transformations d'entreprise. Voilà. Donc voilà. Mais malgré tout, l'opportunité aussi majeure, c'est d'avoir quelque chose de comparable. Et quand on est une entreprise comme Fnac Darty avec beaucoup de contenu, une vraie stratégie liée avec de la RSE, une raison d'être forte, et bien finalement pouvoir mettre en valeur ce qui a été réalisé, en rendre compte, et bien finalement c'est plutôt positif par rapport peut-être à d'autres entreprises où ce qui était exprimé dans les DPF peut être peut-être parfois plus fragile. Voilà. Donc ça c'est quand même un point intéressant. Plutôt positif à la fin. Par contre c'est vrai que le point de la compétitivité est quand même important avec le décalage dans le temps, on va dire, et le code de la route, j'aime bien l'image, en tout cas, j'aime bien l'image soulevée. Renaud, est-ce que tu peux nous apporter le troisième grand constat de cette enquête ? Oui, merci Franck. Bon, je pense que les résultats de l'enquête sur ce point sont assez alignés avec vos interventions. Il y a 3 défis qui se sont démarqués. Le premier, alors on vient d'en parler, c'est vraiment mobiliser les différentes parties prenantes autour d'un projet collectif, mais aussi un projet qui est normatif au départ, en tout cas qui a été quelquefois vendu de cette façon-là. Donc c'était un peu difficile de donner du sens, quelquefois au mauvais moment, si c'est à Noël. Donc ça c'est vraiment ressorti dans le cadre de notre enquête. Étonnamment, vous ne l'avez pas trop dit, mais la complexité, la collecte des données, l'harmonisation des données est quand même ressortie, peut-être plus sur le côté harmonisation, puisqu'il y a eu des difficultés à l'international, notamment certaines filiales, etc., qui ne reportaient pas tout à fait la même chose. Ça a été dit, par contre, en première partie. Donc ça, c'est quand même ressorti. Et puis, vous en avez parlé, pas exactement de cette façon-là, mais vraiment, c'est cet alignement des fonctions RH, RSE, finance. Quelquefois, ce n'était pas forcément fait. Donc, on verra aussi que dans les opportunités, c'est l'occasion de créer une équipe et un collectif. Donc ça, c'est pas mal ressorti en point 3. Et donc, dans les opportunités, je viens d'en parler. Le 45% que vous voyez, c'est vraiment les organisations qui nous ont dit qu'elles veulent encore plus renforcer ce dialogue entre la RH, la RSE et la finance. On a parlé aussi des fonctions achats dans le cadre notamment des droits humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti. Et enfin, vous ne l'avez pas trop dit, mais indirectement, sensibiliser, c'est l'occasion aussi de resensibiliser les dirigeants aussi. Ça, c'est ressorti parce que ça aide évidemment sur ces enjeux de durabilité et qu'ils soient encore plus facilitateurs dans cette démarche. Et ça, c'est de notre enquête. Et les 2 petits points qui sont à la fin, c'est vraiment de nos entretiens, 2 sujets, là vous en avez parlé. C'est vraiment une formidable occasion de renforcer le dialogue social. Donc ça, les organisations syndicales nous l'ont dit, mais aussi pas forcément que. Et enfin, là vous l'avez dit, oui, c'est une occasion de transformer l'organisation, d'être un outil de pilotage de cette transformation. La CSRD, ça peut l'être si elle est bien faite. Là, je laisse la parole à Franck parce que je crois que c'est le thème de la prochaine question. On l'a vu avec le premier témoignage du coup de SNCF Réseau, c'est plutôt une continuité. Tu l'as évoqué aussi, toi, dans ton témoignage, en disant finalement, aujourd'hui, ça peut être contraignant parfois, mais finalement, à horizon peut-être de quelques années, ça peut être intéressant et pertinent, voire stratégique. Et le point qui nous avait tenu à cœur l'an passé, c'était quand même d'évoquer le sujet de la transformation. Derrière, en fait, on est quand même à un point zéro, entre guillemets, aujourd'hui ou avant-hier, on va dire. Mais en fait, si on se projette un peu plus, est-ce que finalement, ce sujet CSRD, alors sous tous les angles que vous avez évoqués, c'est un élément de transformation des organisations, en tout cas de vos organisations. Et je ne sais pas si, du coup, tu peux nous en dire un peu plus. Alors, du coup, comme je le disais, cette récente réglementation, elle n'a pas vraiment initié des transformations. Elle les a plutôt renforcées, complétées. Et du coup, c'est ce que je citais sur la création de ce collectif, sur le dialogue qu'on avait déjà initié avec les représentants du personnel ou encore les passages réguliers devant les instances de gouvernance. Par contre, on a clairement des leviers à mobiliser encore plus en profondeur. Donc, c'est la formation de nos dirigeants. Donc,
donc dirigeants, du coup, ces comités exécutifs et administrateurs, et prévoir, je pense, des recyclages réguliers, parce qu'il y a des mandats qui s'arrêtent, et voilà, et donc il faut s'assurer que tout le monde autour de la table a bien quand même un minimum de bagages sur tous les enjeux de durabilité pour prendre des arbitrages éclairés sur l'ensemble des enjeux, et aussi pour intégrer régulièrement les évolutions du contexte. On voit que le contexte évolue, et donc ça demande aussi un recyclage périodique, et pas juste se dire j'ai été formé une fois il y a 5 ans et ça ira bien. Ensuite, sur la poursuite du dialogue social, du coup, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de questions, elles n'ont pas toutes été résolues, donc ça va bien s'inscrire dans la durée. Je pense de notre côté qu'il faut un renforcement de la coopération entre la fonction finance et les autres fonctions de l'entreprise, notamment sur une petite nouveauté qui est l'évaluation en double matérialité sur le volet financier, sur aussi aider les différentes lignes métiers à améliorer la robustesse des données, ça c'est important. Et enfin, un troisième point qui n'a pas encore été évoqué, en fait, ce rapport de durabilité, il est hébergé dans les rapports financiers. D'ailleurs, j'ai vu que certains avaient mis le double titre. Bon, nous on l'a pas fait, c'est dommage, mais c'est un axe de progrès pour les prochaines années. Et en fait, on n'a pas eu ce temps de recul, compte tenu de cette contrainte de calendrier, d'avoir une relecture de bout en bout du rapport financier pour limiter les redondances encore davantage et avoir des références croisées. Et voilà. Et comme la globalité de ce rapport financier est à la main des directions financières, je pense que voilà, il y a besoin de renforcer ce point-là. Et puis le dernier point de transformation pour nous, mais qui a déjà été évoqué en première partie, c'est d'avoir aussi des outils de collecte de données un peu plus robustes, notamment sur les sujets environnementaux. Très clair. Le point sur le conseil d'administration est souvent redondant dans beaucoup d'organisations, en disant finalement il faut former effectivement tous les dirigeants, y compris le CA. Voilà, c'était assez intéressant. Un complément, oui, en rebond au complément, mais on va revenir sur certains points qui ont déjà été évoqués, y compris en première partie, sur la montée en compétences, en tout cas sur la fonction RH du pilotage par la data. C'est pas nouveau, hein, c'est déjà enclenché depuis quelques années, mais on a encore des points à franchir, on l'a dit, de coordination des définitions, de pilotage un peu plus macro. Je reviens sur le point qu'évoquait Anne-Blandine, parce que je pense qu'il est clé, et ça rebondit, on l'a pas abordé jusqu'ici, mais effectivement, c'est vraiment l'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a eu plusieurs dizaines, voire centaines de contributeurs, Xavier le disait, ça reste un cœur de réacteur qui s'est un peu occupé de ce sujet-là. Hein. J'ai envie de dire, c'est une team d'experts en interdisciplinaire, on l'a évoqué, mais je ne suis pas sûr qu'on soit encore en interne de l'entreprise sur un grand public ou même sur l'ensemble de la ligne managériale. Alors, il est clair que c'est un enjeu de pilotage, de dialogue social, on l'a dit, et on sait que ça va être un de nos chantiers 2025-2026 d'accompagner, de monter en compétences et de former nos cercles de dirigeants. Mais je pense que l'autre enjeu, c'est au-delà de ce premier cercle concentrique, c'est de dire comment j'élargis les cercles et j'embarque à bord sur ces enjeux au regard des priorités ou des sujets propres de l'entreprise, et encore une fois des enjeux de pilotage de chacune des grandes fonctions. Et ça, je pense que c'est encore un objet devant nous, bien enclenché, parce que voilà, on est une grande entreprise, on a la chance d'être uniquement sur le périmètre français, bon, ce qui facilite quand même aussi les points en termes de gestion de la data ou de partage des définitions, mais je pense que c'est vraiment l'enjeu de monter en compétence très rapidement sur la partie data et pouvoir derrière ancrer ce pilotage sur un cercle beaucoup plus large en embarquant et en formant nos managers sur ces enjeux CSRD, parce que à l'inverse, on l'a dit, je pense qu'un de nos points forts, c'est d'avoir déjà construit cette communauté interdisciplinaire, même s'il peut y avoir encore un point de progrès finance, mais en tout cas, on finance achat sont aujourd'hui dans une même direction générale chez nous, et c'est vraiment un partenaire assez privilégié, et aujourd'hui, entre les enjeux éthiques, achat, RH, finance, on est quand même déjà assez bien avancé. Et puis, Anne-Blandine l'a évoqué, le dialogue social qui va être de plus en plus exigeant dans nos échanges croisés, sachant que, comme ça a été dit, il est au cœur de la fonction RH, en particulier chez SNCF, mais je pense que ça va être du coup une opportunité de dialogue et d'échange vraiment intéressant lors des prochains CSE, au-delà de la temporalité des rapports annuels. Très clair.
Xavier, des enjeux de transformation à venir ou aujourd'hui, on va dire Alors, des enjeux de transformation, à mon sens, ce n'est pas tant la CSRD qui va amener de la transformation. Alors, ça va dépendre d'abord de chaque entreprise, en fait. Tout dépend d'où on part. Chez Fnac Darty, on a déjà transformé notre modèle d'affaires. On avait un plan stratégique qu'on est en train de terminer, où on avait déjà ces enjeux de transformation de notre modèle d'affaires, très en lien avec la RSE. Le nouveau a été présenté hier et il est dans cette lignée-là pour aller encore plus loin. Donc en fait, c'est plutôt le modèle économique, le modèle d'affaires qui va devoir être transformé. Et puis, le reporting va rendre compte de cela. Donc ça c'est le premier point, je dirais, pour la transformation véritablement de l'entreprise. Après, ça reste quand même des opportunités de transformation ou d'adaptation de nos outils. Ça a déjà été évoqué. En effet, quand on est présent sur un certain nombre de pays, on a un dialogue commun à trouver. Donc, on a des référentiels communs à mieux documenter. La façon dont est structurée la norme, avec des politiques, des actions, des mesures et des cibles, ça permet aussi de mieux cadrer les choses et puis de pouvoir créer quelque chose de commun qui est parfois construit, parfois encore à construire, en fonction des points de données. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant en évolution. Il y a la question de comment on s'équipe qui a été évoquée, évidemment. La question du dialogue social, je redis toutes les mêmes choses, mais enfin, finalement, on a des similarités parce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs cette année que nos partenaires sociaux s'emparent de plus en plus de ces sujets-là, commencent à regarder les impacts RSE, on va dire, ou ESG, des différentes décisions qui sont prises. Voilà. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ce reporting-là, c'est une opportunité pour mettre en avant le travail des équipes. La RSE, chez Fnac Darty, c'est porté par tous, c'est l'affaire de tous. Et finalement, j'encourage chacun à continuer son travail via les autres instances qu'on avait déjà créées pour aller plus loin, parce qu'on aura des choses à raconter l'année prochaine. Et puis, on sait que quand on mesure des choses, après, on veut que ça évolue, que ça progresse. Et donc, comment on va faire pour que les indicateurs qui nous semblent importants, parce qu'on ne va pas pouvoir peut-être suivre avec le même niveau d'attention tous les indicateurs qu'on a, mais comment ceux qui nous semblent importants puissent évoluer. Et donc, c'est vraiment un encouragement pour dire ce que vous faites, on va encore mieux en rendre compte, et ça permet d'aller plus loin, et d'aller plus loin, d'où dans notre démarche vraiment d'affaires, quoi. En fait, voilà. Donc ça, c'est vraiment le point important à mon sens. Très clair, et on voit que des enjeux de transformation, pas uniquement CSRD social, mais aussi de business, c'est intéressant effectivement d'intégrer ça dans la chaîne de valeur globale de l'entreprise. Renaud, le quatrième grand constat, et ça tombe bien, c'est sur la transformation. Oui, voilà. Je pense que c'est effectivement, on va retrouver les mêmes sujets, et donc l'enquête est là pour le dire. Un sujet d'attractivité en premier, donc il y a 71% des organisations qui ont quand même dit que la CSRD pouvait, dans certains cas, s'il y a une bonne diffusion, être totalement ou partiellement un levier d'engagement et donc d'attractivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Effectivement, 20% seulement des entreprises, et c'était la même chose, je pense, l'année dernière, ont dit que la CSRD pouvait être un levier de transformation. Donc ça, c'est encore un peu faible, mais en même temps, effectivement, c'est peut-être plus des initiatives de transformation plutôt que la transformation du modèle d'affaires, comme tu viens de le dire, Xavier. Pourtant, dans nos différents entretiens, on a vu un certain nombre de leviers. Donc, par exemple, un levier autour de la rémunération. On a peut-être moins parlé, mais autour du partage de la valeur, autour de l'intégration des critères ESG dans la rémunération. J'en profite pour parler aussi de la transparence, de la directive de transparence salariale qui va arriver en 2026, qui est aussi une sorte de transformation. Vous en avez parlé, donc le réengagement des collaborateurs autour des enjeux ESG. Donc c'est vraiment mobiliser et en fait faire participer de plus en plus de monde, donc élargir ce cercle, vous en avez parlé. Et enfin un enjeu de formation, former tous les métiers à l'ESG, on a peut-être un petit peu moins parlé, donc on parle de GEPP verte un peu en ce moment, donc, ou GPEC, le nouveau terme. Mais comment on fait comment on transforme un acheteur en un acheteur durable, comment on passe du marketing au marketing responsable, etc., etc., etc. Ça c'est un sujet certainement d'avenir aussi, un peu plus prospectif. Donc voilà pour le constat numéro 4. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rappeler, faire un petit wrap-up de tous les éléments? Je vois que l'heure tourne, donc on va le faire assez rapidement. On est quasiment dans les temps. Dans la première partie, vous avez vu que la simplification envisagée est plutôt bien accueillie par les organisations, mais par contre, il ne faut pas perdre l'esprit, notamment la double matérialité, donc il y a ce sujet-là.
En 2, c'est la fonction RH qui reste quand même un peu en retrait, ce 51%, mais plutôt en soutien des autres acteurs. Alors ça dépend des endroits. Donc il y a certainement un positionnement à prendre sur ce sujet-là. On vient de parler du défi de la mobilisation des parties prenantes et de l'harmonisation des données, mais aussi des opportunités de resensibiliser dirigeants, comités exécutifs, etc. Et renforcer le dialogue entre les différentes fonctions. Donc voilà. Et enfin, les entreprises qui restent partiellement convaincues que la CSRD soit un levier de transformation, mais plusieurs initiatives sont déjà là. Très clair. Donc du coup, plutôt tous alignés. Globalement, je vois avec les témoignages de la première partie et les témoignages SNCF Réseau et Fnac Darty. Déjà, merci d'avoir accepté de témoigner et d'être venu témoigner. En tout cas, c'était très intéressant et on aime bien allier la théorie et la pratique. Et du coup, on voit aujourd'hui que c'est à peu près aligné, on va dire, globalement. Il y aura plein de sujets à avoir derrière. Et est-ce que tu veux dire un petit mot sur les perspectives ? Oui, parce qu'on travaille pas mal sur ces sujets-là. Donc, nous, on a pas mal de leviers associés au capital humain pour accélérer cette transformation durable. Donc, des sujets de culture, de change management. Par exemple, on travaille dans un acteur du luxe actuellement pour faire que la CSRD puisse donner du sens à la transformation globale, donc un sujet culturel. Des sujets de leadership ou de management. Promouvoir une nouvelle culture managériale centrée sur la durabilité. On travaille à un acteur des assurances, par exemple, sur un sujet de leader, un parcours de leader durable, leader responsable. C'est intéressant. Les skills, j'en ai parlé, donc un sujet de EPP verte, je le redis. On travaille pour un acteur secteur public notamment sur ça. Le design organisationnel et aussi vraiment comment recentrer sa structure organisationnelle, comment repenser sa structure organisationnelle pour être au service de la durabilité. Donc il y a des cas concrets qu'on a pu faire avec un autre acteur de l'assurance, mais dernièrement à Future of HR, OP Mobility me disait qu'il avait concentré les deux entités RH et RSE en une même entité. Alors, on n'est pas obligé aller aussi loin, mais en tout cas, c'est des réflexions. Et enfin, le sujet de rémunération, on en a parlé, où on a une multitude de clients dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est cette offre. Si vous voulez renforcer la cohérence, donc on a une offre conseil, stratégie, audit autour de ces sujets-là. Merci. Du coup, c'est très clair et ça touche tous les leviers du coup de l'organisation. Un petit mot, c'est qu'on avait prévu l'an passé, et là, on a prévu pour de vrai, de faire un livre blanc. L'an passé, c'était la première enquête, c'était un peu compliqué de faire un livre blanc à froid, on va dire. Là, on a 2 ans, on a des témoignages qui sont sur 2 ans aussi. Donc, le 30 juin, on va dire début juillet, parce qu'on est quand même une boîte de consulting, début juillet, vous aurez un livre blanc qui détaille un peu ces éléments-là, parce qu'il y a beaucoup de choses, et Margot l'a rappelé tout à l'heure, des éléments quanti qui sont très intéressants, mais le quali est très intéressant, puisqu'on a interrogé beaucoup de parties prenantes, des RSE, des RH, et organisations syndicales notamment, et c'est très intéressant d'avoir un point de vue sur ces éléments-là. Et donc un grand merci à toutes et à tous, et à nos grands témoins et à nos partenaires, du coup ANDRH et ORS pour ce webinaire et pour cette enquête. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.